Entre 1783 et 1789, 7 hommes moururent étouffés dans leur sommeil dans les plantations du sud de la Géorgie. Tous étaient des maîtres d'esclaves. Tous furent retrouvés le visage enfoui dans leurs oreillers de plumes. Et tous avaient un lien avec un homme qu'on appelait Tobias. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de commenter de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires sombres qui hantent notre passé. La Géorgie des années 1780 était la dernière des 13 colonies britanniques fondées en 1733. Initialement conçue comme refuge pour débiteurs et interdisant l'esclavage, la colonie capitula face aux pressions économiques en 1750. L'autorisation de l'esclavage transforma radicalement son économie. Les plantations de riz et d'indigo se multiplièrent le long des rivières côtières, exploitées par des centaines d'esclaves dans une chaleur étouffante. Dans les comtés bordant les rivières Savannah et Ogeechee, des domaines immenses fonctionnaient comme des royaumes autonomes. Le maître y détenait un pouvoir absolu, dispensant châtiments et punitions selon son humeur. Les esclaves dits de maison constituaient une classe à part. Formés aux tâches domestiques, parlant plusieurs langues, ils représentaient un investissement considérable et un signe de statut social. C'est dans ce contexte qu'apparut Tobias. Les archives de l'époque le décrivent comme un homme de taille moyenne, à la carrure puissante, au visage marqué par une cicatrice partant de l'arcade sourcilière gauche jusqu'à la pommette. Ses yeux changeaient du brun au gris selon la lumière. Sa voix était douce, presque hypnotique, avec un accent impossible à situer. Il parlait l'anglais, le français et plusieurs dialectes africains. Personne ne connaissait vraiment son origine. Certains affirmaient qu'il avait choisi ce nom lui-même, refusant de révéler son véritable nom africain. Ce qui importait au planteur, c'était sa réputation d'excellence. On disait qu'il anticipait les besoins de ses maîtres, qu'il gérait une maisonnée avec une efficacité remarquable. Entre 1780 et 1783, son nom circulait avec insistance parmi les propriétaires. Le premier décès survint fin juin 1783. Dans la plantation Riverside appartenant à Nathaniel Crawford. Cet homme d'une cinquantaine d'années avait fait fortune dans le commerce du riz et possédait 143 esclaves. Sa réputation de cruauté dépassait largement les limites déjà brutales de son époque. On murmurait que ses châtiments frôlaient la démence, que ses accès de colère se transformaient en séances de torture durant des heures. Tobias était entré à son service 3 mois plus tôt, acquis pour 800 livres sterling lors d'une vente aux enchères à Savannah. Crawford s'était vanté auprès de ses voisins d'avoir trouvé l'esclave le plus accompli qu'il eût jamais possédé. La nuit du 28 juin fut étouffante. La chaleur humide montant des marais rendait l'air irrespirable. Crawford s'était retiré vers 22 heures après avoir bu du rhum avec 2 planteurs voisins. Selon les invités, il était ivre, mais conscient. Ils le laissèrent en compagnie de Tobias, qui devait l'aider à se préparer pour la nuit. Une jeune esclave découvrit le corps au matin. Crawford gisait sur son lit, le visage enfoncé dans son oreiller de plumes d'oie, les bras étendus dans une position presque paisible. Aucun signe de lutte. Les meubles à leur place, les rideaux tirés, la carafe d'eau intacte. Le docteur Aldridge, un Écossais établi dans la région depuis 15 ans, fut appelé. Son examen révéla une congestion du visage et des lèvres bleutées, mais rien d'inhabituel. Crawford avait des problèmes cardiaques, buvait excessivement. Aldridge conclut à une mort par apoplexie durant le sommeil, aggravée par l'alcool et la chaleur. La position du corps, le visage dans l'oreiller, ne sembla inquiéter personne. Personne ne releva que Crawford dormait habituellement sur le dos. La plantation passa sous le contrôle de son fils Marcus, 24 ans, qui n'avait aucune expérience de gestion agricole. Il conserva tout le personnel, y compris Tobias. Marcus se révéla aussi cruel que son père, peut-être davantage, sa brutalité teintée d'arrogance juvénile. 3 mois après la mort de Nathaniel, Marcus fut retrouvé mort dans des circonstances étrangement similaires. Le visage dans l'oreiller, les bras étendus,
aucun signe de lutte. Cette fois, le docteur Aldridge fut plus attentif. Marcus était jeune et en bonne santé. La mort ne s'expliquait pas facilement. Pourtant, l'absence totale de violence, de marques, de désordre, rendait impossible toute conclusion de meurtre. Aldridge interrogea longuement les domestiques. Tous confirmèrent que Marcus s'était retiré seul vers 23 heures. Tobias avait été le dernier à le voir, préparant sa chambre comme chaque soir. Le médecin examina l'oreiller avec attention. Rien de suspect. Il conclut à une mort par cause indéterminée, possiblement une défaillance cardiaque soudaine. La plantation passa alors à Jeremiah Crawford, cousin de Virginie, un homme méthodique et soupçonneux d'une quarantaine d'années. Dès son arrivée, il interrogea personnellement chaque esclave. Lorsqu'on lui présenta Tobias, il le dévisagea longuement. « On me dit que vous étiez présent lors des 2 décès, » dit Jeremiah. Tobias inclina la tête. « Oui, maître. J'ai eu le malheur de servir dans cette maison durant ces tristes événements. Le malheur, dites-vous. Certains pourraient y voir une coïncidence troublante. Les voies du Seigneur sont impénétrables, maître. La mort vient quand elle veut. » Malgré ses soupçons, Jeremiah ne trouva rien à reprocher à Tobias. Il décida de le garder tout en restant vigilant. Les mois passèrent sans incident. Jeremiah se révéla être un gestionnaire compétent, augmentant les cadences de travail et établissant un système de punition gradué. Une nuit de janvier 1784, Jeremiah se réveilla en sursaut dans le noir complet. Quelque chose l'avait tiré du sommeil. Il tendit la main vers les allumettes. Elles n'étaient plus là. « Éléonore » appela-t-il doucement. Pas de réponse. Juste le silence épais de la nuit. Son cœur s'accéléra. Il resta immobile, tous ses sens en alerte. L'obscurité était totale. Puis, il l'entendit. Un souffle. Quelqu'un respirait dans sa chambre, tout près. Qui est là? Le souffle se rapprocha. Le matelas s'affaissa légèrement. Une main se posa sur son épaule, ferme mais pas menaçante. Une voix douce murmura à son oreille. « Dormez, maître. » Dormez paisiblement. Jeremiah reconnut la voix de Tobias. Une étrange paralysie s'empara de lui. Il sentit qu'on plaçait l'oreiller sur son visage, doucement mais fermement contre son nez et sa bouche. Il tenta de bouger ses bras, mais il semblait lourd, comme s'il ne lui appartenait plus. Seul son esprit restait alerte, terriblement conscient. La pression augmenta progressivement, pas brutalement, presque avec douceur. Jeremiah essaya de respirer, mais l'air ne parvenait plus à ses poumons. La panique explosa dans sa poitrine. Il se débattit mentalement, mais son corps demeurait inerte. Les secondes s'étirèrent en éternité. Ses poumons brûlaient, sa conscience vacillait. Et à travers la brume croissante, il entendit cette voix. « C'est bientôt fini. Ne luttez pas. Laissez-vous aller. » Puis, au moment où il allait basculer dans l'inconscience, la pression cessa. L'oreiller fut retiré. L'air envahit ses poumons dans une inspiration douloureuse. Il toussa violemment, se redressa, cherchant à s'agripper à quelque chose de réel. La chambre était toujours noire, mais il était seul maintenant. La présence était partie. Jeremiah resta assis jusqu'à l'aube, n'osant pas bouger. Aux premières lueurs, il inspecta sa chambre. Tout était en ordre. Les allumettes à leur place. La porte fermée de l'intérieur, le verrou tiré. Aucune trace d'effraction. Avait-il rêvé? Lorsque Tobias vint lui apporter son eau matinale, Jeremiah le dévisagea intensément. L'esclave avait son expression habituelle, calme et distante. Ses vêtements impeccables. Il s'acquitta de ses tâches, puis se retira. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter ce que vous pensez qu'il va se passer. Jeremiah passa des semaines dans une tension extrême. Il interrogea discrètement les domestiques. Personne n'avait rien remarqué. Sa femme Éléonore n'avait rien entendu malgré la cloison mince entre leurs chambres. Il enquêta sur le passé de Tobias. Les archives ne contenaient presque aucune information. Le registre mentionnait simplement son achat en mars 1783. Avant cette date,
Rien. Pas de trace d'un propriétaire précédent. C'était comme si Tobias était apparu du néant. Jeremiah écrivit à plusieurs négociants. Les réponses furent vagues et contradictoires. Plus il creusait, plus le mystère s'épaississait. Un soir, son voisin Silas Pemberton lui rendit visite. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais osé mentionner, » dit Pemberton. « J'étais présent le soir où Nathaniel est mort. En partant, j'ai vu Tobias à la fenêtre de la chambre de Nathaniel, me regardant. Son expression, je n'ai jamais vu un homme regarder ainsi. C'était du calcul froid et patient. » Jeremiah raconta son expérience nocturne. Pemberton hocha gravement la tête. « Vous n'êtes pas fou. Cet homme est extrêmement dangereux. Mais nous n'avons aucune preuve. Vendez-le, discrètement, débarrassez-vous de lui. » Jeremiah essaya, mais découvrit que personne ne voulait acheter Tobias. Dès qu'ils entendèrent son nom, l'intérêt s'évanouissait. 3 propriétaires morts en moins d'1 an, dit un planteur. Gardez votre esclave maudit. Le mot commençait à circuler. Une réputation se construisait autour de Tobias. Les esclaves chuchotaient son nom avec crainte et respect. Certains affirmaient qu'il possédait des pouvoirs, qu'il pratiquait des rituels interdits. Piégé, Jeremiah décida de partir. Il annonça à sa famille qu'il retournerait en Virginie. Il vendrait la plantation à distance. Une date fut fixée. Le 20 mars. Le 19 mars au soir, Jeremiah plaça 2 gardes robustes devant sa chambre. Il leur expliqua craindre un vol. Les 2 hommes acceptèrent, flattés. Ce furent les cris d'Éléanor qui réveillèrent Jeremiah à l'aube. Les 2 gardes étaient endormis de chaque côté de sa porte, affalés contre les murs. Impossible de les réveiller. Paniqué, Éléanor ouvrit la porte. Jeremiah dormait paisiblement, un sourire sur les lèvres. Sur sa table de chevet, un verre à moitié plein d'un liquide ambré. Le docteur Aldridge examina le contenu. Du laudanum, une dose importante mélangée à de l'alcool, suffisante pour un sommeil profond durant des heures. C'était un autre avertissement, une démonstration encore plus claire. Tobias lui faisait comprendre qu'aucune précaution ne le protégerait. La famille Crawford quitta la plantation le jour même. Jeremiah ne revint jamais en Géorgie. La plantation fut vendue à un consortium de Charleston. Tobias demeura à Riverside sous l'autorité des nouveaux propriétaires. Les nouveaux maîtres nommèrent Abraham Caldwell comme régisseur. Caldwell, dans la quarantaine, était réputé pour son efficacité et sa brutalité. Il considérait les esclaves comme du bétail. Lorsqu'on lui parla des rumeurs, il rit avec mépris. Des superstitions de nègres et des coïncidences. Je ne crois ni aux fantômes, ni aux malédictions. Caldwell prit ses fonctions avec fanatisme. Nouvelles règles strictes, quotas augmentés, surveillance constante. Les esclaves qui ne respectaient pas ces exigences étaient fouettés publiquement. Les rebelles enfermés dans la boîte, où ils ne pouvaient ni se tenir debout, ni s'allonger. Il considéra Tobias avec suspicion et mépris. « On me dit que vous étiez le favori des anciens maîtres. Sachez que je ne joue pas aux favoris. Si vous faites le moindre écart, vous découvrirez comment je discipline les esclaves prétentieux. » Tobias inclina la tête en silence. Caldwell interpréta ce silence comme de la soumission. Durant les mois suivants, les conditions à Riverside se détériorèrent. Caldwell exploitait sans répit. Rations réduites, heures prolongées, punitions sévères. Plusieurs esclaves tentèrent de fuir. Tous furent rattrapés et punis avec une cruauté exemplaire. Étrangement, Tobias ne fut jamais puni. Son travail était impeccable, son attitude irréprochable. Cette docilité même finit par irriter Caldwell. Il y avait quelque chose dans le comportement de Tobias qui le mettait mal à l'aise. Un soir d'août étouffant, Caldwell décida de mettre Tobias à l'épreuve. Il l'appela dans son bureau et lui ordonna de se déshabiller. « On me dit que vous portez des marques étranges, des scarifications qui pourraient être des symboles de sorcellerie. Je veux les voir. » Tobias hésita une seconde, puis déboutonna sa chemise. Son torse portait des scarifications géométriques complexes sur les épaules et la poitrine.
Mais Caldwell remarqua surtout des petites marques circulaires sur ses avant-bras. Des brûlures anciennes. Qu'est-ce que c'est? Des punitions, maître, d'un ancien propriétaire qui aimait user de cigares pour corriger ses esclaves. Caldwell hocha la tête. Alors vous connaissez la douleur? Bien, rhabille-toi. Alors que Tobias reboutonnait sa chemise, Caldwell ajouta: j'ai entendu des histoires ridicules selon lesquelles vous seriez responsable des morts. Vous savez ce que j'en pense? Des inventions. Mais si jamais il m'arrive quoi que ce soit, vous serez le premier que je ferai fouetter jusqu'à ce que la vérité sorte. Compris? Oui, maître. Cette nuit-là, Caldwell eut du mal à dormir. Il s'endormit tard, sa main serrant le pistolet sous son oreiller. Il se réveilla au milieu de la nuit avec la sensation d'être observé. La lune filtrait à travers les rideaux. Caldwell tourna la tête et son cœur manqua un battement. Tobias se tenait au pied de son lit, immobile comme une statue, son visage à moitié dans l'ombre. Combien de temps était-il là? Comment était-il entré? La porte était verrouillée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tobias ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux, ses yeux fixés sur le régisseur. Puis, lentement, il parla, et sa voix avait perdu toute docilité. Elle était froide, plate, dénuée d'émotion. « Vous m'avez demandé si je connaissais la douleur, maître Caldwell. Oh oui, je la connais intimement. Je connais la douleur des brûlures de cigares. Je connais la douleur du fouet. Je connais la douleur des fers. Je connais la douleur de voir ceux que j'aimais vendus, violés, tués. Je porte toutes ces douleurs en moi. » Caldwell voulut atteindre son pistolet, mais ses mains refusèrent de bouger. La même paralysie étrange s'était emparée de lui. « Mais savez-vous ce que j'ai appris, maître Caldwell? J'ai appris que la douleur peut être transformée. Elle peut devenir une arme, elle peut devenir une justice. Tu es fou. Fou? Ou simplement ce que vous avez fait de moi? Ce que des hommes comme vous ont fait de moi durant toutes ces années. » Il était maintenant tout près du lit. Caldwell comprit soudain. Il comprit que les rumeurs n'étaient pas des rumeurs. Il comprit qu'il regardait un tueur qui avait perfectionné son art. « Non », murmura Caldwell, trouvant la force de bouger. Mais c'était trop tard. L'oreiller descendait déjà. Contrairement à Jeremiah, Caldwell n'eut pas droit à un avertissement. La pression continua, régulière et implacable. Caldwell se débattit de toutes ses forces. Ses mains griffaient les draps, ses jambes donnaient des coups, son corps se tordait. Mais Tobias était fort, bien plus fort que son apparence ne le suggérait. Et surtout, il était déterminé. Déterminé par des années de souffrance, par des décennies d'humiliation, par une rage froide qui avait eu tout le temps de mûrir. Les mouvements de Caldwell se firent progressivement plus faibles. Ses mains retombèrent. Ses jambes cessèrent de s'agiter. Son corps devint immobile. Tobias maintint la pression plusieurs minutes, s'assurant que la mort était complète. Puis, il retira l'oreiller, arrangea le corps naturellement, lissa les draps, effaça toute trace de lutte. Il récupéra le pistolet et quitta la chambre aussi silencieusement qu'il y était entré. Le corps fut découvert le lendemain par la cuisinière. Le docteur Aldridge examina le corps avec une expression sombre. C'était le 4e décès dans cette maison. Cette fois, son rapport fut différent. Il mentionna les similitudes troublantes, les légères ecchymoses cohérentes avec une suffocation. « Messieurs, je ne peux plus en conscience attribuer cette mort à des causes naturelles. Je pense que M. Caldwell a été assassiné. Et je pense que les 3 décès précédents l'ont également été. Avez-vous des preuves? Un suspect? Il y a un esclave, un dénommé Tobias, qui était présent lors de chacun de ces décès. Je recommande fortement qu'il soit interrogé. Mais lorsque les contremaîtres allèrent chercher Tobias, ils ne le trouvèrent nulle part. Sa case était vide. Ses possessions avaient disparu. Le pistolet de Caldwell également. Tobias s'était enfui durant la nuit. Une chasse à l'homme fut organisée. Des patrouilles parcoururent la région. Des avis de recherche affichés partout. Une récompense de 100 livres offerte. Mais Tobias semblait s'être évaporé.
La plantation Riverside fut abandonnée. Plus personne ne voulait y vivre. Les esclaves furent vendus, la terre laissée en friche, la grande maison tomba en ruine. 18 mois passèrent sans nouvelles de Tobias. L'affaire fut classée, largement oubliée. Mais en décembre 1785, des rumeurs étranges commencèrent à circuler. Un planteur du comté de Burke fut retrouvé mort dans son lit, le visage dans l'oreiller. Puis en février 1786, un autre décès similaire dans le comté de Richmond. En juillet, un troisième dans le comté d'Effingham. À chaque fois, les victimes étaient des propriétaires connus pour leur cruauté. À chaque fois, la mort survenait la nuit, dans leur chambre. À chaque fois, la même position. Et à chaque fois, des témoins mentionnaient un esclave correspondant à la description de Tobias, bien que le nom variât. Le docteur Aldridge documenta méthodiquement chaque cas. Il établit un profil. Tous étaient des hommes entre 35 et 60 ans. Tous propriétaires de plantations importantes. Tous avec une réputation de violence excessive. Et tous avaient employé récemment un esclave dont la description correspondait. Aldridge présenta ses découvertes aux autorités. Nous sommes face à un tueur méthodique qui choisit soigneusement ses victimes et qui a perfectionné une technique pratiquement indétectable. Mais comment un esclave pourrait-il se déplacer ainsi, à moins qu'il ne voyage sous différentes identités, qu'il se fasse passer pour un esclave en fuite capturé ou pour un travailleur loué temporairement? Un homme intelligent pourrait exploiter ces failles. Les autorités intensifièrent les contrôles, inspections dans toutes les plantations, documents détaillés requis, patrouilles renforcées. Les décès cessèrent durant plusieurs mois. Certains pensèrent que le tueur avait fui vers d'autres régions. Mais en mars 1787, les morts reprirent. 7 fois plus loin, dans des comtés jusqu'alors épargnés. Le schéma restait identique, mais Tobias semblait avoir adapté sa méthode. Il frappait rapidement, puis disparaissait. En juin 1787, un esclave nommé Samuel fut arrêté. Interrogé, il raconta une histoire stupéfiante. Il affirmait avoir rencontré Tobias quelques semaines auparavant dans un campement clandestin. Il m'a dit qu'il avait été vendu 7 fois dans sa vie. 7 propriétaires différents, chacun plus cruel que le précédent. Il m'a dit qu'il rêvait de leur visage chaque nuit, qu'il avait décidé qu'il ne pourrait jamais être libre tant que ces voix continueraient de le hanter. Que comptait-il faire? Il m'a dit qu'il avait déjà silencié 4 de ces voix, qu'il lui en restait 3, et qu'ensuite peut-être il pourrait enfin dormir en paix. Ce témoignage confirma les pires craintes. Tobias avait une liste précise, une mission déterminée, et il ne s'arrêterait que lorsqu'elle serait épuisée. Des recherches furent entreprises pour identifier les 3 autres propriétaires. Une liste fut établie, recensant tous les planteurs notoirement cruels. 37 noms. Les autorités les avertirent personnellement. Parmi ces noms figuraient 3 hommes particuliers. Elijah Thornton, 52 ans, plantation de tabac dans le comté de Jefferson, ancien officier militaire qui gérait son domaine avec rigidité, appliquant les méthodes disciplinaires de l'armée à ses esclaves. Josiah Pendergast, 43 ans, plantation d'indigo dans le comté de Liberty, maître calculateur qui utilisait la psychologie autant que la violence, excellent dans l'art de diviser pour régner. Marcus Whitfield, 38 ans, plantation de riz dans le comté de McIntosh, connu pour ses accès de rage incontrôlables, frappant ses esclaves avec n'importe quel objet. Lorsqu'ils furent avertis, les 3 hommes réagirent différemment. Thornton transforma sa plantation en forteresse, contremaîtres armés, tours de garde, serrures renforcées, fenêtres barricadées. Il dormait avec un pistolet sous son oreiller et un sabre près du lit. Pendergast offrit une récompense à ses esclaves s'ils l'informaient de présence suspecte. Il fit circuler de fausses rumeurs sur des pièges mortels dans sa chambre. Whitfield se moqua des avertissements. Aucun esclave n'aurait le courage de s'en prendre à moi, qu'ils essaient. Je leur montrerai ce qui arrive à ceux qui me défient.
Durant les mois suivants, les trois hommes vécurent dans une tension croissante. Chaque bruit nocturne les faisait sursauter. Chaque esclave était observé avec suspicion. En septembre, Thornton crut avoir identifié Tobias. Un nouvel esclave correspondait approximativement à la description. Il le fit arrêter et interroger durant des heures. Des témoins furent convoqués, mais aucun ne put confirmer avec certitude. Thornton garda l'homme enchaîné plusieurs semaines, mais Joseph ne commit aucune action suspecte. Il fut finalement relâché. Aldridge découvrit que Tobias avait une connaissance inhabituelle des plantes et de leurs propriétés. Tisanes pour les maux de tête, cataplasme pour les blessures, décoction pour faciliter le sommeil. Cette compétence prenait une dimension sinistre dans le contexte des meurtres. Le médecin entreprit des recherches sur les plantes locales. Certaines espèces, préparées correctement, pouvaient induire une paralysie temporaire sans trace. D'autres provoquaient un sommeil si profond que la victime ne se réveillerait pas. Cela suggérait un niveau de sophistication troublant. En novembre, un esclave mourant demanda à voir un prêtre. Le père O'Brien se rendit à son chevet. Ce que Daniel lui confia était extraordinaire. Face à l'ampleur des révélations, O'Brien décida de rompre le secret sacramentel. Daniel avait passé 2 ans dans la même plantation que Tobias. Il révéla que Tobias n'était pas originaire d'Afrique. Il avait été capturé en Géorgie même, enfant, dans une communauté de marrons, esclaves fugitifs vivant libres dans les montagnes du Nord. La communauté avait été détruite lors d'une expédition punitive en 1762. Les adultes tués, les enfants capturés et vendus. Tobias, 7 ou 8 ans, avait été vendu à un planteur de Caroline du Sud. Le premier de ses 7 maîtres. Il m'a raconté qu'il avait passé 25 ans en esclavage. 25 ans à observer les Blancs, à apprendre leurs faiblesses, à comprendre leur psychologie. Il avait décidé très jeune qu'il ne mourrait pas esclave. Mais il avait aussi décidé que sa liberté devrait être achetée avec le sang de ceux qui l'avaient torturé. Daniel révéla que Tobias possédait une mémoire extraordinaire. Il se souvenait de chaque détail concernant tous ses propriétaires, leurs visages, leurs noms, leurs habitudes. Durant toutes ces années, il avait perfectionné la méthode qu'il utiliserait pour se venger. La première fois qu'il a tué, c'était presque par accident. Il vit l'oreiller, et soudain, il comprit. Une mort qui ressemblerait à un accident, qui ne laisserait aucune trace. Il testa l'idée, et quand le maître cessa de respirer, quelque chose changea en lui. Daniel mourut quelques heures après. Le père O'Brien rapporta l'information aux autorités. Cette révélation confirma que Tobias avait un plan précis et qu'il lui restait 3 victimes. Les autorités redoublèrent d'efforts pour identifier les 3 derniers noms. Thornton, Pendergast et Whitfield furent à nouveau interrogés. Aucun ne se souvenait avoir possédé un esclave nommé Tobias. Mais tous avaient possédé des dizaines d'esclaves au cours des années. Un enfant acheté 25 ans auparavant pouvait facilement avoir été oublié. Des recherches dans les archives révélèrent que Thornton avait acheté plusieurs jeunes esclaves au début des années 1760, dont un certain Tom, correspondant approximativement à l'âge que Tobias aurait eu à l'époque. Pendergast avait acquis un lot d'esclaves en 1768 auprès d'un planteur de Caroline du Sud en faillite, lot qui comprenait un adolescent sans nom spécifique mentionné dans les registres. Whitfield avait hérité de la plantation de son père en 1775, héritant ainsi de tous les esclaves qui y travaillaient, sans qu'aucun inventaire détaillé n'eût jamais été établi. En d'autres termes, chacun des 3 hommes avait pu posséder Tobias à un moment donné de sa vie, mais aucun ne pouvait le confirmer avec certitude. Cette incertitude même était terrifiante. Elle signifiait que n'importe lequel d'entre eux, ou tous les 3, pouvaient être les prochaines cibles. L'hiver de 1787 à 1788 fut particulièrement rigoureux en Géorgie. Les températures descendirent à des niveaux rarement atteints dans cette région habituellement tempérée. Les routes devinrent impraticables et de nombreuses plantations se retrouvèrent isolées durant des semaines entières.
C'est dans ces conditions difficiles que Tobias choisit de frapper à nouveau. La première victime fut Josiah Pendergast. Malgré toutes ses précautions, malgré son réseau d'informateurs parmi ses propres esclaves, malgré les fausses rumeurs qu'il avait fait circuler sur les pièges mortels dans sa chambre, il fut retrouvé mort le matin du 15 janvier 1788. Le visage enfoncé dans l'oreiller, les bras étendus de chaque côté du corps, dans cette position devenue tristement familière. L'enquête révéla que Pendergast avait engagé un nouvel esclave 3 semaines auparavant, un homme d'âge moyen qui se présentait comme un spécialiste de la réparation de meubles. Le planteur voisin qui l'avait vendu confirma l'existence de cette transaction, mais admit qu'il avait lui-même acquis cet esclave seulement quelques jours auparavant. Quant au vendeur précédent, il demeurait mystérieusement introuvable. Cet esclave, qui se faisait appeler Benjamin, avait disparu la nuit même du meurtre. Une chasse à l'homme fut organisée immédiatement, malgré les conditions climatiques difficiles. Des traces dans la neige fraîche furent suivies durant plusieurs kilomètres, mais elles disparaissaient soudainement près d'une rivière gelée, comme si l'homme s'était volatilisé. La mort de Pendergast plongea les 2 autres hommes de la liste dans une terreur absolue. Si Tobias avait réussi à infiltrer la plantation de Pendergast malgré toutes les précautions prises, cela signifiait qu'aucune défense n'était vraiment efficace contre lui. Aucune barrière ne pouvait arrêter un homme qui avait fait de la patience et de l'invisibilité ses armes les plus redoutables. Elijah Thornton renforça encore davantage sa sécurité, au point que sa plantation ressemblait désormais à une forteresse militaire assiégée. Il fit venir 2 gardes armés supplémentaires qui se relayaient devant sa chambre 24 heures sur 24. Il fit installer un lit de camp dans sa propre chambre pour qu'un de ses contremaîtres les plus fidèles dorme à ses côtés chaque nuit. Il fit tester systématiquement toute sa nourriture et toutes ses boissons avant de les consommer, craignant un empoisonnement. Sa plantation devint une véritable prison, autant pour ses esclaves que pour lui-même, prisonnier de sa propre peur. Marcus Whitfield, en revanche, maintint son attitude arrogante et dédaigneuse face aux avertissements. Pendergast était un lâche et un manipulateur, déclara-t-il publiquement. Il est mort comme il a vécu, en se cachant derrière des ruses. Moi, je n'ai peur de personne. Qu'il vienne me chercher s'il l'ose. Cette bravade n'était qu'une façade fragile. En privé, Whitfield buvait de plus en plus, cherchant dans l'alcool un courage qu'il ne trouvait plus naturellement. Ses accès de violence devinrent encore plus fréquents et imprévisibles. Il frappait ses esclaves pour des raisons de plus en plus futiles, comme si en exerçant sa domination brutale sur eux, il pouvait conjurer sa propre peur de devenir lui-même une victime impuissante. Le docteur Aldridge, qui suivait ses développements avec une attention quasi obsessionnelle, développa durant cette période une nouvelle compréhension de la méthode de Tobias. Il n'agit pas seul, expliqua-t-il lors d'une réunion avec les autorités coloniales. Ou plutôt, il bénéficie d'une forme de complicité passive de la part des autres esclaves. Ils savent qui il est. Ils savent probablement ce qu'il fait, mais aucun ne le dénoncera jamais. Pour eux, voyez-vous, il n'est pas un criminel ordinaire. Il est devenu une sorte de vengeur, un symbole de résistance dans un système qui ne leur laisse aucune autre forme de pouvoir. Cette analyse était probablement correcte, mais elle ne donnait aucun moyen concret d'arrêter Tobias. On ne pouvait pas torturer ou menacer tous les esclaves de toutes les plantations de Géorgie pour obtenir des informations. Et même si on le faisait, le code du silence était absolu, renforcé par des décennies d'oppression qui avaient créé une solidarité indéfectible entre les opprimés. En mars 1788, Marcus Whitfield fut retrouvé mort. Contrairement aux autres victimes, sa mort fut découverte de manière particulièrement dramatique. Ce soir-là, Whitfield avait organisé un dîner avec plusieurs planteurs voisins, une sorte de défi lancé à la face de Tobias et de tous ceux qui prédisaient sa mort imminente. Durant le repas, il avait bu copieusement et s'était vanté bruyamment de ne pas craindre le tueur fantôme, comme certains appelaient désormais Tobias dans la région. « J'aimerais vraiment qu'il vienne », avait-il dit en levant son verre de whisky d'un geste théâtral.
Je lui montrerai personnellement comment on traite les esclaves insolents dans ma plantation. Je le ferai fouetter jusqu'à ce qu'il me supplie à genoux de mettre fin à sa misérable vie. » Ces paroles furent les dernières que ses invités entendirent de sa bouche. Après leur départ vers minuit, Whitfield était monté se coucher en titubant légèrement, refusant comme à son habitude l'aide de ses domestiques. Le lendemain matin, lorsque son valet personnel vint le réveiller pour lui apporter son café matinal, il le trouva mort dans son lit, le visage profondément enfoncé dans l'oreiller de plumes. Mais cette fois, il y avait une différence cruciale qui transforma complètement la nature de l'enquête. Sur la table de chevet, posée bien en évidence de manière à ce qu'il soit impossible de le manquer, se trouvait un morceau de papier plié avec soin. Un message écrit dans une écriture étonnamment soignée et élégante, presque celle d'un homme éduqué. Le message ne contenait qu'un seul mot, tracé avec une précision méticuleuse. 6. Juste ce chiffre. 6. Le nombre correspondant exactement au maître que Tobias avait tué jusqu'à présent. Un décompte froid et méthodique. Un rappel glacial qu'il restait encore une victime avant que sa mission ne soit accomplie. Une promesse implicite qu'il frapperait encore une fois. Ce message transforma radicalement la perception de toute l'affaire. Ce n'était plus simplement une série de meurtres mystérieux que l'on pouvait encore attribuer à des coïncidences malheureuses ou à des circonstances ambiguës. C'était maintenant une déclaration claire, délibérée et terrifiante. Tobias sortait de l'ombre pour revendiquer ouvertement ses crimes. Il affirmait sa mission avec une audace qui défiait toutes les autorités. Et surtout, il annonçait sans équivoque qu'il allait frapper encore une dernière fois. Elijah Thornton, désormais le seul nom restant sur la liste des suspects potentiels, reçut cette nouvelle comme une véritable condamnation à mort. Il savait maintenant, avec une certitude absolue, qu'il était la prochaine et dernière cible de Tobias, la 7e victime, celle qui compléterait la vengeance méthodiquement planifiée durant des décennies. Sa paranoïa, déjà extrême, atteignit des sommets qui frisaient la démence pure. Il fit littéralement construire une fortification autour de sa chambre à coucher. Les fenêtres furent complètement murées avec des briques et du mortier, ne laissant aucune ouverture par laquelle un intrus pourrait passer. Une seule porte permettait désormais d'accéder à la pièce, et cette porte fut équipée de 3 serrures différentes, chacune d'un mécanisme distinct, dont lui seul possédait les clés qu'il gardait constamment sur lui, même durant son sommeil. Il fit installer un système élaboré de cloches et de fils tendus qui sonneraient bruyamment si quelqu'un tentait de forcer l'entrée pendant la nuit. À l'intérieur de cette chambre devenue bunker, Thornton dormait désormais entouré d'un véritable arsenal. 2 pistolets chargés étaient placés sous son oreiller, un sabre bien aiguisé était accroché au mur à portée immédiate de sa main, et même un mousquet chargé était posé contre sa table de chevet, prêt à être utilisé à tout moment. Cette vie de terreur constante et suffocante dura 3 mois interminables. 3 mois durant lesquels Thornton dormit à peine quelques heures par nuit, sursautant au moindre bruit, se réveillant en sueur de cauchemars récurrents où il sentait l'oreiller descendre sur son visage. Il mangeait peu, ayant perdu tout appétit, son estomac constamment noué par l'angoisse. Il vieillissait visiblement sous le poids de cette attente insupportable. Ses cheveux, encore poivre et sel au début de cette épreuve, blanchirent prématurément en quelques semaines. Son visage se creusa, ses joues se vidèrent. Ses yeux se cernèrent profondément. Ses mains développèrent un tremblement constant qu'il ne parvenait plus à contrôler, même durant la journée. Le docteur Aldridge, qui lui rendait visite régulièrement pour surveiller son état de santé déclinant, fut profondément troublé par cette transformation physique et mentale. « Vous ne pouvez absolument pas continuer ainsi, Elijah », lui dit-il un jour avec une sincérité brutale. Cette peur vous tue aussi sûrement et aussi efficacement que n'importe quel assassin le ferait. Vous êtes en train de vous consumer de l'intérieur. Que voulez-vous que je fasse ? Répondit Thornton d'une voix éraillée par le manque de sommeil et l'épuisement nerveux. Que j'abandonne simplement ? Que je me livre à lui ? Que j'accepte passivement mon destin ?
Je sais exactement ce qu'il veut, docteur. Il veut me voir mort, le visage enfoncé dans un oreiller de plumes, comme tous les autres avant moi. Eh bien, je refuse de lui donner cette satisfaction. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je défendrai ma vie avec toute l'énergie qui me reste. Mais la question que personne n'osait vraiment poser à voix haute, la question qui planait dans l'air comme une présence oppressante, était celle-ci. Comment Thornton pouvait-il être absolument certain d'être la dernière cible de Tobias? Le message laissé après la mort de Whitfield disait simplement « 6 », indiquant le nombre de victimes déjà tuées. Il n'affirmait pas explicitement « 6 sur 7 », ni ne précisait combien de meurtres restaient à accomplir. La 7e et dernière victime pouvait théoriquement être n'importe qui, n'importe où en Géorgie, ou même au-delà de ses frontières. C'est le docteur Aldridge qui, en compilant et en analysant méticuleusement toutes les informations disponibles sur l'affaire, formula finalement une hypothèse radicalement différente qui allait transformer complètement la compréhension de toute cette série de meurtres. Il présenta sa théorie révolutionnaire aux autorités lors d'une réunion extraordinaire, convoquée en juin 1788. « Messieurs, commença-t-il d'une voix grave chargée de conviction, je crois sincèrement que nous avons peut-être commis une erreur fondamentale depuis le début dans notre compréhension de cette affaire. Nous avons automatiquement supposé que les 7 maîtres dont parle Tobias sont nécessairement 7 propriétaires différents qui l'ont possédé successivement durant sa vie d'esclave. Mais que se passe-t-il si cette supposition de base est tout simplement incorrecte? Il déroula alors sur la table une grande carte détaillée de la Géorgie, sur laquelle il avait soigneusement marqué tous les lieux où des meurtres attribués à Tobias avaient eu lieu au cours des 5 dernières années. Regardez attentivement la distribution géographique de ces crimes. Elle ne suit absolument pas un schéma logique cohérent si nous partons du principe que Tobias traque simplement ses anciens maîtres dans l'ordre chronologique où il les a servis. Mais elle prend soudainement tout son sens, elle devient parfaitement logique, si nous la considérons sous un angle complètement différent. Aldridge laissa un silence s'installer dans la pièce, tous les regards fixés sur lui avec une attention intense. Et si Tobias n'avait pas réellement eu 7 propriétaires différents durant sa vie? Et si certains des hommes qu'il tue méthodiquement n'avaient jamais été techniquement ses maîtres au sens légal du terme, mais étaient liés d'une autre manière, tout aussi profonde et tout aussi haïssable pour lui, à son histoire personnelle et à son destin tragique? Il marqua une nouvelle pause pour laisser cette idée s'imprégner dans les esprits. Des complices directs dans la destruction violente de sa communauté originelle peut-être. Des hommes qui ont activement participé au raid militaire qui a détruit le village marron où il vivait libre durant son enfance. Des bourreaux qui ont assassiné sa famille et l'ont enchaîné pour la première fois. Un murmure parcourut l'assemblée. Cette perspective nouvelle ouvrait des possibilités jusqu'alors inexplorées. Aldridge continua avec une passion croissante. Cette expédition punitive de 1762 contre la communauté marron dans les montagnes du nord de la Géorgie, celle dont nous a parlé l'esclave Daniel avant sa mort, cette expédition était dirigée par qui exactement? Quels planteurs influents de la région y ont participé activement? Si nous parvenons à identifier précisément ces hommes, nous pourrons peut-être enfin prédire avec certitude qui sera la prochaine et dernière cible de Tobias. Des recherches approfondies furent immédiatement entreprises dans les archives militaires et administratives de l'époque, fouillant dans des documents poussiéreux que personne n'avait consultés depuis des décennies. Ce qui fut finalement découvert, après plusieurs jours de recherches intensives, donna un éclairage entièrement nouveau et terrifiant à toute l'affaire. L'expédition qui avait détruit la communauté marron en automne 1762 avait été organisée, financée et dirigée par un groupe restreint de 7 planteurs particulièrement influents de la région. Ces hommes avaient personnellement fourni l'argent nécessaire pour l'opération, ils avaient recruté et armé les miliciens, et surtout, ils avaient tous personnellement participé au raid final, présents sur place lors de la destruction du village et du massacre de ses habitants adultes. Les noms de ces 7 hommes furent finalement retrouvés dans un rapport militaire officiel, mais oublié, daté de décembre 1762,
qui détaillait les opérations contre les communautés d'esclaves fugitifs. En comparant méticuleusement cette liste avec les noms de toutes les victimes de Tobias au cours des 5 dernières années, une correspondance absolument parfaite et glaçante émergea. Les 6 hommes déjà morts, assassinés un par un dans leur sommeil, étaient tous sur cette liste historique. Et le 7e et dernier nom, celui qui manquait encore pour compléter la liste sanglante, était celui du colonel William Hartford, pas Elijah Thornton. Le colonel William Hartford, un homme âgé de 67 ans qui vivait maintenant retiré et presque oublié dans une plantation isolée du comté de Camden, près de la frontière avec la Floride espagnole. Hartford avait été le commandant en chef de l'expédition de 1762. C'était lui qui avait personnellement dirigé l'attaque finale contre le village marron. C'était lui qui avait donné l'ordre explicite d'exécuter sommairement tous les adultes et de capturer les enfants pour les vendre comme esclaves. C'était lui, et lui seul, qui était véritablement le dernier nom sur la liste de vengeance de Tobias. Cette découverte provoqua un bouleversement complet et immédiat dans toute l'enquête. Des messagers montés sur les chevaux les plus rapides furent immédiatement envoyés en direction du comté de Camden pour avertir Hartford du danger mortel qui le menaçait. Mais le comté de Camden était très éloigné de Savannah, situé dans la partie la plus méridionale de la colonie, et les routes qui y menaient étaient notoirement mauvaises, particulièrement durant la saison des pluies qui venait de commencer. Il faudrait au minimum plusieurs jours, peut-être même une semaine entière, pour que le message parvienne finalement à destination. Pendant ce temps, Elijah Thornton, qui avait vécu dans une terreur absolue et constante durant des mois entiers, croyant fermement être la prochaine victime condamnée de Tobias, apprit finalement qu'il n'était en réalité pas du tout la cible finale. Le soulagement immense qu'il ressentit en recevant cette nouvelle fut si intense, si écrasant, qu'il s'effondra littéralement sur place, son corps et son esprit complètement épuisés par les mois d'angoisse incessante et de vigilance constante, cédant finalement sous le poids accumulé de cette pression insupportable. Il passa les jours suivants dans un état de stupeur profonde, presque cataleptique, incapable de parler cohéremment ou de se mouvoir normalement, son organisme entier réclamant le repos et la récupération dont il avait été si longtemps privé. Mais pour le colonel William Hartford, le cauchemar ne faisait que commencer. Lorsque les messagers épuisés arrivèrent finalement à sa plantation isolée le 22 juin au matin, après avoir chevauché jour et nuit à travers des routes boueuses et dangereuses, ils découvrirent avec horreur qu'ils étaient arrivés trop tard. Le colonel Hartford avait été retrouvé mort dans son lit par ses domestiques ce matin même, quelques heures à peine avant leur arrivée. Le visage profondément enfoncé dans l'oreiller de plumes, les bras étendus paisiblement de chaque côté du corps. La position familière, presque rituelle maintenant, qui avait marqué chacune des 7 victimes de Tobias. Sur sa table de chevet, attendant patiemment d'être découvert, se trouvait un dernier message. Les mêmes mots tracés avec la même écriture soignée et élégante que celle qui avait marqué la mort de Whitfield. 7. C'est fini. Les autorités coloniales et les miliciens locaux fouillèrent immédiatement et méticuleusement toute la plantation de fond en comble. Chaque bâtiment fut inspecté, chaque recoin exploré. Tous les esclaves sans exception furent interrogés longuement et intensivement. Mais personne ne put ou ne voulut fournir la moindre information utile pour identifier le meurtrier. Le silence était absolu, impénétrable comme un mur de pierre. Un contremaître blanc mentionna cependant qu'un nouvel esclave était effectivement arrivé dans la plantation environ 2 semaines auparavant, vendu par un marchand itinérant qui passait dans la région. Cet esclave se faisait appeler Isaiah et prétendait être un forgeron expérimenté, qualifié dans la réparation des outils agricoles et des fers à cheval. Il avait travaillé normalement durant ces 2 semaines, accomplissant ses tâches avec compétence et discrétion. Mais il avait disparu durant la nuit précédente, emportant avec lui quelques provisions de base, mais rien d'autre qui aurait pu attirer l'attention.
La description physique de cet Isaiah correspondait vaguement à celle de Tobias, mais comme toujours dans cette affaire frustrante, rien ne permettait de le confirmer avec une certitude absolue. L'homme avait réussi une fois de plus à se fondre parfaitement dans la masse anonyme des esclaves, avait accompli son objectif final avec sa patience et sa méthode caractéristique, puis s'était évanoui dans la nature sans laisser de traces exploitables. Cette fois, cependant, il y avait une différence cruciale et définitive. Le message laissé sur la table de chevet disait explicitement « c'est fini ». Tobias affirmait clairement et sans ambiguïté avoir finalement accompli sa mission de vengeance. Les 7 hommes directement responsables de la destruction brutale de sa communauté originelle et de son asservissement initial étaient maintenant tous morts. Sa vengeance méthodiquement planifiée et exécutée durant plus de 5 années était enfin complète. Les semaines passèrent lentement sans qu'aucun nouveau meurtre similaire ne soit signalé nulle part en Géorgie. Puis des mois s'écoulèrent dans un silence inquiétant. L'affaire commença progressivement à se refermer dans l'esprit des autorités et de la population. Les patrouilles intensives furent graduellement réduites. Les contrôles stricts sur les mouvements d'esclaves furent assouplis. La vie dans les plantations de Géorgie reprit progressivement son cours habituel, ou du moins ce qui passait pour normal dans un système économique et social fondé entièrement sur l'esclavage et l'oppression systématique. Le docteur Aldridge, cependant, continua à enquêter obsessionnellement sur cette affaire durant encore plusieurs années, incapable de lâcher prise sur un mystère qui avait occupé une part si importante et si dévorante de sa vie professionnelle et personnelle. Il rassembla méticuleusement tous les documents officiels disponibles, tous les témoignages qu'il avait recueillis au fil des ans, toutes les preuves circonstancielles et les indices qu'il avait accumulés. Il écrivit finalement un rapport extraordinairement détaillé de plus de 300 pages qui documentait minutieusement chaque aspect de l'affaire, depuis le premier meurtre de Nathaniel Crawford jusqu'au dernier message laissé après la mort du colonel Hartford. Mais ce rapport exhaustif ne fut jamais publié officiellement, ni rendu accessible au grand public. Les autorités coloniales jugèrent qu'il était politiquement et socialement préférable de ne pas donner trop de publicité à cette histoire troublante. Elle pourrait trop facilement inspirer d'autres esclaves à la rébellion ou à la vengeance. Elle pourrait créer des figures héroïques là où il ne devrait y avoir, selon l'ordre établi, que des criminels condamnables. Le rapport fut donc classé discrètement dans les archives gouvernementales, accessibles seulement aux magistrats et aux autorités militaires de haut rang, qui en feraient la demande explicite et justifiée. Quant à Tobias lui-même, l'homme au centre de cette histoire extraordinaire, il disparut complètement et définitivement de tous les registres officiels après le meurtre du colonel Hartford. Malgré des recherches qui se poursuivirent sporadiquement durant des années, lancées périodiquement chaque fois qu'un planteur cruel mourait dans des circonstances suspectes, aucune trace vérifiable de lui ne fut jamais retrouvée. Son destin final demeura un mystère aussi impénétrable que son origine exacte l'avait toujours été. Certains pensèrent avec un optimisme prudent qu'il s'était enfui vers les territoires du Nord, rejoignant peut-être les régions où l'esclavage n'existait pas encore, ou commençait à être aboli, trouvant enfin la liberté qu'il avait perdue enfant. D'autres imaginèrent, avec un réalisme plus sombre, qu'il avait probablement péri durant sa fuite finale, mort de faim, de maladie ou d'épuisement dans les vastes forêts sauvages et inhospitalières de Géorgie ou de Floride. Quelques-uns suggérèrent avec une certaine admiration qu'il avait réussi le tour de force de se créer une nouvelle identité complètement fausse mais convaincante et vivait quelque part sous un faux nom, enfin libre et en paix après 25 longues années d'esclavage et de souffrance. Il y eut aussi inévitablement des rumeurs plus sombres et plus persistantes. Des histoires murmurées dans les quartiers des esclaves durant les longues nuits, transmises de bouche à oreille avec un mélange complexe de crainte révérentielle et de respect profond. Selon ces histoires qui prirent rapidement une dimension quasi mythologique, Tobias n'avait jamais vraiment quitté la Géorgie. Il continuait de se déplacer mystérieusement entre les plantations,
invisible et insaisissable comme un esprit vengeur, vivant constamment dans les marges obscures de la société esclavagiste. Et parfois, très rarement, lorsqu'un maître particulièrement cruel et brutal mourait subitement dans son sommeil sans raison médicale apparente, les esclaves de la région échangeaient des regards complices et significatifs, puis murmuraient un seul mot chargé de sens, un nom devenu légende, Tobias. Vous avez écouté jusqu'au bout cette histoire sombre et troublante qui traverse les décennies et interroge notre conscience. Croyez-vous vraiment que tout cela soit véritablement arrivé? Que Tobias ait réellement existé? Qu'il ait méthodiquement et patiemment éliminé 7 hommes avec une détermination froide qui défie l'entendement humain? Les documents historiques existent bel et bien, fragmentaires et ambigus certes, mais réels. Les témoignages persistent à travers le temps, déformés peut-être par les années et la légende, mais obstinément présents. Mais la vérité absolue nous échappera probablement toujours, exactement comme Tobias lui-même a réussi à échapper à absolument tous ceux qui le cherchaient. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par ces mystères sombres et ces secrets enfouis de notre passé collectif. Laissez un commentaire pour nous dire sincèrement ce que vous pensez de cette histoire. Tobias était-il un meurtrier de sang-froid dénué de toute humanité? Ou était-il simplement un homme poussé au-delà de toutes les limites supportables par un système déshumanisant et inhumain? La réponse à cette question, peut-être, dépend entièrement de qui raconte l'histoire et de quel point de vue on choisit d'adopter. Car au final, dans cette Géorgie du XVIIIe siècle, où l'esclavage était la loi incontestée et la cruauté une monnaie courante, qui peut vraiment prétendre dire avec certitude où s'arrêtait exactement la justice légitime et où commençait véritablement le crime condamnable? 7 hommes sont morts, le visage inexorablement enfoui dans leurs oreillers de plumes blanches. 7 hommes qui avaient activement participé à la destruction violente d'une communauté libre et avaient asservi pendant des décennies des centaines d'êtres humains innocents. Et quelque part dans l'immensité du continent américain, peut-être, un homme nommé Tobias a enfin trouvé le repos et la paix intérieure qu'il cherchait. Ou peut-être continue-t-il encore aujourd'hui de hanter les cauchemars de tous ceux qui oppriment les faibles et les sans défense. L'histoire ne donne malheureusement pas toujours des réponses claires et définitives à nos questions les plus troublantes. Parfois, elle ne fait que poser des questions encore plus profondes qui nous obligent à regarder courageusement en face les ténèbres les plus obscures de notre passé collectif. Et ces ténèbres, aussi profondes et effrayantes soient-elles, contiennent des vérités fondamentales sur la nature humaine que nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'oublier ou d'ignorer. Tobias l'étrangleur, l'esclave de Géorgie qui étouffa 7 maîtres avec leurs propres oreillers.